Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous prenions le temps de réfléchir à comment recréer et nourrir des liens intergénérationnels dans notre société moderne? Dans cet épisode, nous explorons ce sujet avec une invitée, Claude Didier-Jean-Jauveau. Claude est une autrice et bénévole passionnée, activement impliquée dans des associations de parentalité depuis des décennies, avec notamment une expertise précieuse sur l'allaitement. Oui, parce que depuis qu'elle a allaité son aîné il y a 47 ans, Claude n'a cessé de partager son savoir et ses expériences, notamment à travers sa participation à la Leche League, une association dédiée à la promotion de l'allaitement. C'est sur la base de son livre « Le nouvel art d'être grand-parent » que nous discutons aujourd'hui. Avec Claude, nous parlons des dynamiques entre parents, grands-parents et enfants, un sujet profondément humain qui touche à la fois la tradition et l'évolution. Nous abordons des thèmes essentiels comme la manière dont les grands-parents peuvent soutenir sans s'imposer, l'importance du respect mutuel et de la communication ouverte pour éviter les conflits intergénérationnels, ainsi que le rôle crucial du soutien en postpartum. Claude partage des conseils pragmatiques pour les grands-parents, tels que ne pas être intrusif, éviter de donner des conseils non sollicités et respecter les choix éducatifs des parents, même lorsqu'ils diffèrent des méthodes traditionnelles ou celles qu'on a utilisées. Elle a aussi évoqué l'étonnante théorie de la grand-mère, une hypothèse intéressante qui suggère un avantage évolutif lié à la ménopause et le rôle des grands-mères. Nous explorons également des initiatives fascinantes comme le modèle norvégien de soutien communautaire pour les nouvelles familles et l'idée de colocation intergénérationnelle pour recréer un environnement de soutien semblable aux communautés alloparentales. Cet échange est une plongée dans les réflexions sur la transmission, l'interdépendance et le rôle évolutif de la famille qui, je l'espère, résonnera en vous autant qu'il a fait pour moi. Restez avec nous, vous allez adorer cet épisode. Prenez place, détendez-vous et laissez-vous inspirer par la sagesse et les expériences de Claude Didier-Jean-Jauveau. Un petit truc quand même, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Claude, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre sur les grands-parents et les relations intergénérationnelles? Je vous souhaite une bonne écoute. Donc en fait, la première édition du livre date de 2010, peu de temps après que je sois devenue moi-même grand-mère, puisque mon plus grand petit-fils est né en 2007. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai découvert effectivement ce que c'était que d'être grand-parent. Et comme je le dis, j'ai été absolument submergée en fait, à la fois par l'amour que j'ai ressenti pour ce petit enfant et aussi étonnée de voir la joie que me procurait le fait de voir mon aîné, puisque c'était un enfant de mon fils aîné, devenir père et sa compagne devenir mère. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et pour en avoir parlé avec des amis, des connaissances qui, elles, sont devenues aussi grand-mères, c'est vrai que je connais plus de grand-mères que de grand-pères, elles ont confirmé aussi cette joie qu'elles avaient ressentie à ce moment-là. Pas seulement au moment de la naissance, dans toutes les années qui ont suivi, en fait. Qu'est-ce qui compose cette joie, chez vous en tout cas? Est-ce qu'il y a un sentiment peut-être de transmission, d'accomplissement peut-être? Oui, je pense qu'il y a sans doute de ça, effectivement, le fait de penser que finalement, on n'a pas trop mal fait son travail, puisque nos enfants sont capables effectivement de devenir non seulement parents, mais de bons parents. Je mets bon entre guillemets, on pourrait disserter là-dessus très longtemps. Et en plus, avec les valeurs, tout ce que je crois par rapport à la parentalité bienveillante, positive, créatrice, tout ce qu'on veut, tous les adjectifs qu'on peut mettre là-dessous, de voir effectivement que eux aussi finalement se sont engagés dans cette voie-là. Et donc ça c'était vraiment très
Très jouissif. C'est vrai qu'en plus, je vais me permettre cette remarque de on n'est pas de la même génération, vous et moi j'ai 40 ans. Vous, c'est quelque chose, du coup, que vous avez exploré en plus, cet aspect de la parentalité à une époque où on en parlait moins. On en parlait moins, mais effectivement, quand même, enfin, je suis devenue parent pour la première fois à la fin des années 70, et il y avait quand même déjà ce courant-là. Et puis après, je suis tombée sur un groupe de la Lecce League. Et à la Lecce League, ça fait plus de 60 ans qu'on est là-dedans. Donc, oui, c'est lié, voilà. Oui, c'est très, très Même lié. si c'était un peu une micro-société, je reconnais. C'était un petit peu une île au milieu d'un océan qui n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, vous mentionnez dans votre livre que vous n'avez pas connu vos grands-parents biologiques. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre perception et votre rôle à vous de grands-parents, de grand-mère ? Je me suis posé la question, puisque vous m'aviez envoyé un peu les questions que vous aviez envie de me poser, et sincèrement, je ne sais pas trop. D'accord. Je ne sais pas trop quoi répondre. Comment ça a influencé le fait de vivre sa vie de parent et tout ? Bon, j'avais quand même mes parents, notamment ma mère. Je crois que ce qui est dur finalement, enfin, pour en avoir parlé quand même avec pas mal de personnes, c'est de devenir mère alors qu'on n'a plus sa mère. Ça, oui. Pas avoir de grands-parents, je ne sais pas si ça a eu quelque chose comme conséquence. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas répondre. Mais du coup, vous n'aviez pas de modèle. Comme je le raconte dans le livre, j'ai eu quand même une grand-mère d'adoption. Oui, bien sûr. Pas très longtemps, puisqu'elle était assez âgée, donc elle est morte assez rapidement après que j'ai été adoptée par mon père adoptif. Mais quand même, c'était un peu cette image de grand-mère. Alors elle, c'était vraiment la grand-mère, la mère. Vous parlez de l'évolution du rôle des grands-parents à travers l'histoire. Selon vous, quelles sont les principales différences entre les grands-parents d'autrefois et ceux d'aujourd'hui ? Alors, une des grandes différences, je pense que c'est le fait qu'on n'est plus longtemps grands-parents. Je donne par exemple comme exemple dans le livre le fait que en 1800 quelque chose, à 20 ans, on avait une chance sur 10 seulement d'avoir 2 grands-parents. L'allongement de la durée de vie fait qu'on est parents déjà beaucoup plus longtemps. Pour peu qu'on ait eu des enfants assez jeunes, que ces enfants eux-mêmes aient des enfants assez jeunes, on peut facilement devenir grand-parent, grand-mère ou grand-père à 50 ans. Et donc, ça laisse plusieurs décennies. Ouais, c'est vrai qu'avec le décalage de l'âge où on devient parent... Alors oui, c'est vrai effectivement. On part dans l'autre sens, quoi. Si on a eu son premier enfant à 35 ans et que lui-même a son premier enfant à 35 ans, ça fait 70 ans, c'est vrai. On ne devient pas grand-parent avec la même énergie, du coup. C'est vrai. Tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Quel conseil vous donneriez, vous, aux parents pour favoriser une relation harmonieuse entre leurs enfants et leurs propres parents, les grands-parents, pour d'abord aborder cet aspect-là ? Oui. Ce que je dis souvent aux amis qui vont devenir grand-mère, par exemple, la principale chose, c'est fermer votre bouche. Parce qu'en fait... j'ai vu tellement d'incompréhension, de conflits. Et avant d'être grand-mère, j'étais plutôt finalement du côté de l'enfant devenant parent qui se plaignait de ses parents, de ses beaux-parents, qui étaient intrusifs, qui n'arrêtaient pas de leur dire « mais tu ne devrais pas faire comme ci, tu devrais faire comme ça » et tout. Que je me suis dit, bon, c'est vrai que l'important, c'est finalement de respecter l'enfant qui est devenu parent et de pas juger, de pas essayer d'appliquer ce qu'on a soi-même vécu en disant moi j'ai fait comme ça s'est très bien passé, finalement t'en es pas mort, donc voilà, pourquoi tu ferais pas la même chose ? Je crois que c'est ça qui est le plus difficile à vivre pour les nouveaux parents, finalement. Oui, c'est vrai que là, on est vraiment sur le sujet de la relation, du coup, enfant-parent et adulte. Oui. Mais en même temps, en tant que grand-parent, est-ce que c'est pas quelque chose de très difficile de voir ces choix éducatifs qui peuvent être différents ? C'est sûr. Est-ce que c'est pas aussi un message qui peut être implicitement interprété comme en fait, t'as fait de la merde ? Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est très difficile. Très, très difficile. Et comment on peut surmonter ça, du coup ? En tant que grand-parent, donc du coup, parent d'adultes ? Je pense qu'il faut simplement... Alors, évidemment, moi, j'ai eu un peu la chance, puisque finalement, il n'y a pas eu ce genre de dissonance, finalement.
Mais j'ai connu effectivement, dans les deux sens d'ailleurs. Par exemple, j'ai connu une autre animatrice de la Lecce League qui a eu des garçons, donc un en particulier donc, qui a été marié, qui a eu des bébés, et aucun n'a été allaité. Et non seulement pas allaité, mais pas materné non plus. Et je sais que bon, c'était effectivement douloureux pour cette grand-mère, en fait. Mais bon, qu'est-ce qu'elle pouvait y faire? C'est plutôt l'inverse. Souvent, c'est plutôt des parents qui sont effectivement dans le courant de l'éducation à nouveau positive, bienveillante, etc. Et dont les parents n'ont pas du tout fait comme ça. C'est plutôt dans ce sens-là que... Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, c'est mon cas personnel, par exemple. J'ai grandi avec le package de l'époque, martinet, fessé, carrément, gifle. martinet. Ouais. Gifle, punition, humiliation, insulte. Pas que des parents, de l'école aussi. On était frappés à l'école, on était frappés par n'importe quel adulte, en fait, avec qui on avait le malheur de répondre. Il pouvait nous décocher une gifle sans problème. Moi, là où j'ai grandi, donc... Et j'ai grandi un petit peu dans la campagne, pas loin de Bordeaux, donc même pas dans un truc extraordinaire. Et c'est vrai que moi, par exemple, en tant que parent, et du coup, mais en tant qu'enfant de mes parents, ces choix éducatifs sont reçus aussi de manière très différente par rapport à qui les reçoit. Entre ma mère, par exemple, avec qui j'ai enregistré des épisodes de podcast pour parler de ça, justement. Sa première réaction quand j'ai parlé de l'éducation qu'on lui a donnée, c'était de soulagement. Elle m'a dit « j'avais peur que tu veuilles refaire comme ça parce que c'était terrible à vivre. » Mais donc elle l'avait pas bien vécu. Ah non, elle l'avait pas bien vécu. Mais c'était pas elle la pourvoyeuse de cette violence-là. Et mon père, lui, est dans tout ce qu'on peut entendre de clichés sur le sujet, de laxisme, etc. Laxisme, enfant roi, etc. Ça, c'était vraiment au tout début. Maintenant que ma grande commence à avoir, là, elle va avoir 6 ans, il s'aperçoit aussi que finalement, en fait, ça se passe très bien. Elle est tout à fait normale et épanouie. Elle est tout à fait normale, épanouie, que, en effet, elle a des libertés que je n'avais pas et que lui n'avait pas étant enfant. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet qui vient le titiller et sa première réaction, c'était enfin, ça va, comme vous dites, ça va, c'est bon, on vous en êtes pas mort et tout. Oui, enfin, c'est là ce que je trouve intéressant, c'est cette phrase de ça s'est quand même bien passé, on vous a quand même bien éduqué, mais ça s'est bien passé pour qui? C'est ça la question que je me pose, moi. C'est vrai que j'ai fait un épisode avec Brigitte Auriol sur ce sujet-là, qui elle aussi s'adresse aux grands-parents et aux parents d'enfants adultes. Et c'est ça la question qu'on a se poser. Ça s'est bien passé pour qui? Ensuite, là, on va avoir deux pans vraiment qui me semblent intéressants à creuser. Le premier, c'est comment est-ce que les grands-parents peuvent transmettre potentiellement leurs valeurs et leurs traditions à leurs petits-enfants, mais sans imposer leur propre méthode d'éducation à leurs enfants. Oui, alors, pour ce qui est des traditions, voilà, de quelle tradition on parle? Est-ce qu'il y a des traditions qu'il vaut mieux pas transmettre? Oui, tout à fait. Est-ce que, oui, par exemple, je sais pas, c'est un truc un peu trivial, mais si la tradition dans la famille des grands-parents, c'est que les enfants à table ne bougent pas, ne parlent pas, restent comme ça muets, ne quittent pas la table en cours de repas, etc. Effectivement, bon, c'est peut-être pas une tradition qui vaut la peine d'être transmise. Après, bon, vous allez sûrement aussi me poser la question, est-ce que finalement les choses peuvent être un peu différentes chez les grands-parents et chez les parents? Je pense que oui, dans certaines limites. Je pense par exemple à mon aîné, justement, on parlait de cette histoire à table. Quand il allait chez ma mère, il restait quelques jours quand il avait 8-9 ans, des choses comme ça. Eh ben, il se pliait à ça. Effectivement, on mettait les coudes pas sur la table, enfin tout. Tout le package. Tout le package. Okay. Mais c'était pas violent. Enfin, il avait compris que bon, ben, avec ma mère, c'était comme ça que ça se passait. J'ai pas l'impression que ça le traumatisait. Je lui avais jamais dit, ben, si mamie te demande ça, tu fais comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'il l'a fait à la maison chez nous. Oui, bien sûr. Mais du coup, comment est-ce qu'on fixe la limite Ça, c'est très difficile. Ouais. Ça, je suis d'accord parce que on n'a pas toujours les mêmes critères pour plein de choses, que ce soit pour la sécurité, pour l'hygiène, pour la nourriture. Ça, c'est vrai. Il y a aussi, moi j'ai un exemple personnel, c'est que par exemple, nous on n'a pas obligé notre fille à dire bonjour quand elle a su parler ou quoi. Et ça c'est un truc, par exemple, vous voyez mon propre père, il supporte pas. Ça le fait bugger. Autant il y a des trucs où je vois bien qu'il fait des efforts, notamment le fait de bouger quand on est à table et tout,
Même si ma fille, quand même, dès 3 ans, elle arrive à rester 30 à 45 minutes à table. Bravo à elle. Hein. Pas à la maison, hein, mais là-bas. Oui. Et je sentais bien que ça le titillait, mais il prenait sur lui. Mais vraiment, le fait de dire bonjour, par exemple, c'est un truc. Si elle lui dit pas bonjour, il peut... alors, réaction après, qu'on pourra juger pas, mais il peut faire la gueule toute la journée. Et vraiment, pour lui, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question avec ma compagne, et du coup, on en a parlé avec notre fille quand elle devait avoir 4 ans. Je lui ai dit, tu sais... Pour papy, c'est vraiment très important, quoi. Et oui, mais moi, voilà, des fois, j'y pense pas. Elle m'a répondu très clairement, ma fille. Je dis, mais est-ce que tu crois que, du coup, pour papy, on pourrait, peut-être quand tu vas là-bas, quand tu vois papy, que on tu pourrait dire, un petit peu. Voilà, lui, on va faire attention à lui dire bonjour. En fait, d'elle-même, elle a dit, bah, c'est vrai que c'est plus sympa quand même. Et je me dis, est-ce que aussi on n'a pas des compromis, nous, à faire, Bien sûr. parents, vis-à-vis de nos propres parents? Moi, je pense que si. Mais le sujet, ça va toujours être comment est-ce qu'on fixe la limite de ça, quoi. Exactement. Et comme je dis, tout le monde n'a pas les mêmes limites, les mêmes critères. Et je crois que c'est une des choses les plus difficiles, finalement. Parce que c'est des choses dans la vie quotidienne, en fait. Hein. Bien sûr. Hein. Pour la nourriture, c'est un truc très, très, très touchy. Hein, parce que moi, j'ai entendu, par exemple, des parents dire « Bon, mon enfant est allergique à tel ou tel truc. » Et j'arrive pas à obtenir de mes parents qui ne lui donnent pas cet aliment, alors qu'ils savent qu'elle elle va réagir, que ça va pas être sympa du tout pour elle, etc. Après, des fois, c'est plus difficile à dire, mais je pense qu'effectivement, les histoires de nourriture, il y a beaucoup de conflits entre parents et grands-parents qui portent là-dessus, finalement. J'ai l'impression que la nourriture, c'est un gros sujet, que la politesse, ce qu'on appelle communément la politesse avec bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. C'est très vite un sujet. Et aussi tout ce qui est de l'ordre du bruit. Je ne sais pas ce que vous avez observé, mais le fait, par exemple, de laisser un enfant crier. Le fait aussi d'écouter l'enfant sans lui couper la parole. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est un truc... ça fait partie des choses qui sont assez délicates à faire accepter. Il y a le problème des écrans aussi. Ah, les écrans, gros sujet. Gros sujet. Oui, gros sujet. Mais après, on va y revenir après peut-être sur les écrans, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez à part. Mais sur toutes ces règles-là aussi, qu'est-ce qu'il y a en jeu chez les grands-parents pour que ce soit si difficile ? Je pense que les grands-parents se sentent... j'ai lu récemment un article dans Le Monde dont le titre était « Ces grands-parents sous surveillance ». J'ai compris très bien de quoi il s'agissait, parce qu'effectivement... Même mon expérience, des fois, je peux me sentir un peu sous surveillance par rapport à certaines choses. Et autour de moi, des amis et tout aussi. Parce que il se trouve que ça, c'est un des conseils que je donne dans tous les cas de figure. Essayez de trouver un groupe où vous pouvez échanger. J'ai l'impression d'avoir été dans des groupes d'échange depuis toujours. J'ai commencé par les groupes de self-help dans les années 70-80, puis après j'ai enchaîné avec les groupes de la Lecce League. Et bon, depuis maintenant, presque 30 ans en fait, j'ai participé puis créé un autre groupe autour de l'avancée en âge, disons. Hein. On appelait ce groupe le groupe préménopause, parce qu'on était avant la ménopause. On est largement après maintenant. Et en fait, je pense que c'est important de pouvoir parler. Alors, il se trouve que là, c'est que des grands-mères, que des femmes, mais ça pourrait être aussi avec des grands-pères. Échanger entre soi pour voir effectivement... Je crois que c'est très, très important. Et c'est vrai que en parlant entre nous, on se rend compte que des fois, on se sent un peu comme ça, sous surveillance. Faire attention, il faut faire attention. Et vous risquez quoi ? Vraie question. Hein. Oui. Que risquent les grands-parents ? De se faire, entre guillemets, gronder. D'accord. Donc les rôles seraient inversés, du coup. Oui, si on peut dire, oui. Il n'y a pas de peur de rompre le lien ? Non. Alors bon, on n'est pas à ce point-là. J'ai rencontré des grands-parents, effectivement, qui n'avaient plus de lien, enfin, où les enfants avaient coupé complètement les liens. Mais non, personnellement, j'en ai connu autour de moi, non. Mais ça peut arriver. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros problème, parce qu'effectivement, quand les enfants devenus parents coupent complètement le lien avec les grands-parents, c'est parce qu'ils les pensent toxiques. Et souvent, c'est parce qu'ils pensaient que leurs parents étaient toxiques avec eux.
au même. Et quand on parle avec les grands-parents en question, on n'a pas trop l'impression qu'ils sont toxiques. Mais bon, et du coup, je veux dire, y a cet article de loi qui dit que les grands-parents ont droit à avoir des relations avec leurs petits-enfants. Et effectivement, il y a des fois des grands-parents qui vont jusqu'à mettre leurs enfants en procès, quoi. C'est quand même pas évident. Moi, je pense que dans tous les cas, rompre tout lien, ça peut être une extrémité. Hein, on ne va pas juger les situations. Tant que faire se peut, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Quitte à ce que le grand-parent voit le petit enfant ou les petits-enfants. Oui, mais en général, dans ces cas-là, en présence d'eux, quoi. Les grands-parents ne voient plus du tout non plus les petits-enfants. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vraiment alors bon, je pense qu'il y a des cas où c'est nécessaire. Hein, je veux dire, un père incestueux, c'est par ce que j'allais vous exemple, dire, c'est que voilà. Finalement, on ne sait pas ce qui se passe dans les foyers derrière. Il risque d'être fort de devenir un grand-père incestueux. Hein, donc, ouais. Bien sûr. Moi, par exemple, si vous voulez, ce côté, les grands-parents, quand on leur parle, ne comprend pas trop pourquoi est-ce que leurs enfants les pensent toxiques. Moi, il y a des gens qui, quand je raconte les violences que j'ai connues, et encore une fois, je jette même pas la pierre. Hein, vous voyez, moi, je parle toujours à mes deux parents, il n'y a pas de problème. Hein. Je jette pas la pierre parce que j'ai bien compris comment on en est arrivé là. Mais il y a plein de gens, du coup, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'était impensable de penser qu'on ait pu lever la main sur toi et ton gamin, alors que... De l'extérieur, on n'aurait pas pensé, quoi. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais c'est toujours comme ça dans les violences intrafamiliales. Et c'est vrai que ce côté toxique, après, il faut voir ce qu'on arrive à accepter ou pas. Moi, ce que je trouve intéressant dans cet aspect-là, parce que après, il y a aussi des parents qui veulent que la relation coche toutes leurs petites cases. Je pense que ça, c'est par ailleurs un comportement qui peut avoir une certaine toxicité, et qu'à un moment, il faut aussi accepter que la relation de nos enfants avec nos propres parents, donc avec les grands-parents, ça ne sera pas la même. Ça ne sera pas la même que celle qu'on a eue avec eux. Et ça ne sera pas la même que celle qu'on a eue avec eux. Et que ça peut aussi faire l'objet, par ailleurs, chose que j'ai expérimentée en tout cas personnellement, de discussions critiques avec l'enfant. Tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça quand tu es chez mamie, papy Est-ce que tu es content, pas contente ça, j'aime pas trop. Et ça, j'adore. Et tout notamment, on peut aller sur le sujet des écrans. Oui, par exemple. Chez mamie, on peut regarder un peu la télé ou jouer aux jeux vidéo, un peu ou beaucoup. Et ça, c'est un vrai sujet, par exemple. Parce que ce qui est intéressant là-dessus, je trouve, c'est que je ne sais pas ce que vous avez rencontré, mais on va avoir en effet ce truc de chez mamie, on peut regarder un peu la télé. Là aussi, dans l'idée de, vous n'en êtes pas devenu forcément plus bête d'avoir regardé des dessins animés, vous, tous les mercredis après-midi pendant des heures. Et en même temps, on peut aussi avoir, non, en fait... Moi, mon petit enfant, quand il est en visite à la maison ou quand je préfère faire des activités avec. Donc ça peut vraiment être tout ça. Quel conseil on pourrait donner sur cette vision des écrans notamment ? Je ne sais pas, parce que on lit tellement de choses dans un sens ou dans un autre, des études qui vous disent oui que c'est terrible pour le développement cognitif, etc. des enfants, puis d'autres qui disent que finalement, non. C'est vrai que avoir un enfant ou un jeune, parce que ça peut durer un peu plus que juste le petit enfant, qui passe son temps à regarder son téléphone quand il est chez vous, c'est pas terrible, hein, c'est vrai. Donc effectivement, il faut pouvoir lui proposer des activités qui lui plaisent assez pour l'arracher à ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils nous voient faire, ces enfants-là ? C'est vrai. On regarde notre téléphone. Y compris chez les grands-parents. Enfin, y compris en termes de grands-parents. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça ce qui me questionne. Et les grands-parents aussi, des fois. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, ma mère, elle a plongé les yeux et les bras dans les petits jeux là, de Candy Crush et tout sur le téléphone. C'est parti. Hein. Elle adore ça. Et c'est vrai que du coup, on a dû lui dire, mais en fait, quand t'es avec Sarah, on va éviter, quoi. Et c'est un truc sur lequel il faut se faire violence. Moi, le premier. Hein. Là, attention, il n'y a pas d'opposition, je trouve. On est un petit peu tous et toutes dans le même bateau. Oui, face à ça, à ces écrans et à ce qu'on appelle la technoférence. C'est-à-dire comment est-ce que la technologie interfère dans nos relations. C'est un vrai sujet, mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait aborder... imaginons que on ne soit pas d'accord sur le sujet des écrans avec les grands-parents. Quelle pourrait être une approche qui sauvegarde la relation ? Vous avez parlé de compromis tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il faut que les deux fassent des compromis, c'est-à-dire se mettre d'accord sur, je sais pas moi, un temps maximum d'écran, par exemple. Oui. Globalement, est-ce que vous pensez qu'il y a des moments, peut-être qu'il y a des moments qu'il faut se créer pour parler de ça,
Parce que souvent, ces sujets des accords éducatifs et tout, ben, ça sort à la fin d'un repas de famille, alors qu'en plus, il y a du public autour, potentiellement arrosé. Est-ce que vous pensez qu'il faut créer des vrais moments d'échange ces temps-là? Je pense qu'il faut se dire, bon, il faudrait qu'on parle de quelque chose, de ça. Oui, prendre un moment à deux, en fait, entre le parent et son père ou sa mère, juste à deux, je pense, oui. Ah ouais, juste à deux, pas à Juste trois, à deux. pas avec les deux parents, c'est peut-être plus Bah, intéressant. ça dépend dépend des du cas. sujet Oui, aussi. ça dépend du sujet, ça dépend a le plus d'interaction avec le petit enfant. Est-ce que vous avez senti, vous, par exemple, dans les groupes de parole, les groupes d'échange, aussi ce côté, parce qu'on reste quand même dans une société profondément adultiste et infantiste, est-ce que vous avez senti ce côté, parfois de réaction de non, mais attends, c'est pas mon enfant qui va m'expliquer comment élever des enfants? Oui, c'est plutôt mais quelle idée de faire comme ça. C'est plutôt Ah, ça. c'est plutôt ça? Ok, Oui, oui, je pense, oui. d'accord. Ah, c'est Après, intéressant. oui, il y a le truc, on a fait comme ça, puis finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Mais encore une fois, ça Pourquoi tu dépend viens pour qui. m'embêter avec ça, quoi? Ouais. Et oui, il y a ça aussi, oui. Vous mentionnez beaucoup, hein, l'importance du soutien des Oui. grands-parents Mm. envers les nouveaux parents. Alors, on se parle de quel type de soutien et quel soutien est le plus bénéfique selon vous? Et aussi, deuxième partie de question, c'est comment est-ce que ça peut être proposé comment est-ce que ça peut être offert sans interférer? Sans l'imposer, oui. Sans l'imposer, ouais. Oui, oui, oui. Ben déjà, effectivement, ne pas, par exemple, donner de conseils s'ils ne sont pas sollicités. Si on ne vous demande pas ce que vous en pensez, vaut mieux pas en parler. Mais sinon, il se trouve qu'effectivement, en tous les cas, pour mes premiers petits-enfants, ma belle-fille avait vraiment envie de parler de tout ça avec moi. Bon, elle s'est lancée elle-même dans... Maintenant, on appelle ça du coaching parental, mais bon, on a souvent eu des discussions autour de ça. Donc, je pense que là, elle était contente, effectivement, de pouvoir parler de ça avec moi. Après, bon, les soutiens, je pense qu'il y a le fait de pouvoir garder les enfants, les petits-enfants. Si c'est proposé, si c'est demandé, effectivement, pas imposé, du genre alors quand est-ce que tu nous laisses notre petite fille, hein, par exemple, parce que c'est souvent ça aussi. Ah Hein. oui, 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 Ouais, je ouais, confirme. Oui, oui. Et notamment, je vois autour de moi, étant animatrice de la Leche League, donc souvent des femmes qui allaitent et qui allaitent assez longtemps, plus longtemps que la moyenne, et qui se heurtent justement au fait que les grands-parents voudraient avoir gardé les enfants tout un week-end, voire plus, à un âge qu'ils trouvent trop petit, quoi. Hein. Est-ce que vous, du coup, en tant qu'animatrice de la HLIC, vous avez rencontré des mères allaitantes à qui les grands-parents, voire même leurs propres parents, auraient dit bah, c'est bon, l'allaitement, là, ça va. Oh, ça c'est ça va sûr. aller, quoi. Oui, oui, bien sûr. Dans les types de sujets éducatifs, là, Oui, ça c'est sûr. Et c'est comment on sûr. gère alors ça, du coup? Des fois, je dis attendez le deuxième. Parce que quand on a survécu pour le premier, pour le deuxième, on vous embête moins en général. Ouais, je confirme aussi. On a vu que finalement, l'enfant allaitait assez longtemps. Il était pareil, ce que vous disiez tout à l'heure, normal, épanoui, pas spécialement dépendant et tout ça. Donc, bon. Pour le deuxième, on nous lâche la Oui, grappe. on lâche l'affaire un peu, ouais. Je confirme. Quel type de soutien vraiment parce qu'il y a le fait de garder les enfants, mais je sais que moi, par exemple, pour le postpartum, c'est quelque chose notamment dont on avait parlé avec Ingrid Baillot dans ce podcast, qui, elle, propose des chéquiers pour le postpartum. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a vraiment discuté pour l'arrivée du deuxième, notamment en disant, en fait, quand vous venez Voilà avec ce un dont truc à on a manger, besoin. voilà, et Ouais. c'est pour filer un coup de main. Tout à fait. Parce qu'en fait, vous recevoir, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre en position d'invité, et donc devoir en faire plus pour votre venue, et nous, ça nous épuise. Est-ce que déjà, ça, c'est quelque chose qui est assez bien accueilli par rapport aux grands-parents? Je pense, en fait, parce que finalement, si on est clair là-dessus, je pense que ce qui vraiment est difficile, c'est si les grands-parents font quelque chose, que c'est mal perçu, mais qu'on n'en a pas discuté avant, et qu'ils comprennent pas du coup la réaction des nouveaux parents. Je pense que si ça a été discuté avant, mais le problème c'est que, pareil pour le premier, on ne sait pas tout ça, même en tant que nouveaux parents. On ne sait pas effectivement qu'on aura besoin de ça dans les
jours, voire les semaines qui suivent la naissance. Donc pareil, je dis des fois, c'est dommage qu'on ne puisse pas commencer par le deuxième. C'est vrai. Tellement plus facile en général. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est pour ça aussi qu'on fait ces travaux-là de communication, de création Bien de contenu. sûr. Pour en parler et pour expliquer qu'en postpartum, ce dont on a besoin, c'est de soutien. Et que parfois, ça peut être pas grand-chose. Ça peut être un petit plat préparé. Ça peut être une machine à lancer, une machine à étendre. Ça peut être vraiment des choses très, très simples. S'occuper de l'aîné. S'occuper... J'ai découvert ça récemment, du coup. Ouais. S'occuper de l'aîné, c'est aussi clairement un gros soutien. Tout à fait. Mais est-ce que c'est vrai que ça ne demande pas aux grands-parents? Parce que moi, j'ai eu cette réponse-là de dire, mais moi, en fait, je ne viens pas faire ça, je viens voir bébé. Voilà, ouais. Bah, ils le voient quand même, hein. Même s'ils font tout ça, ils vont le voir quand même. Il faut leur dire ça. Je comprends qu'ils aient envie, mais je sais pas, tout le monde n'a pas envie non plus de prendre un nouveau-né dans les bras, parce que c'est pas évident toujours d'avoir un nouveau-né dans les bras. Non, c'est pas évident. Et puis osons dire les choses, c'est pas non plus ultra passionnant. Enfin, non. Et puis bon, s'il pleure, on va peut-être pas avoir de quoi le consoler, etc. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là. J'ai une phrase, moi, parce qu'on a eu cette discussion, on a eu des points de désaccord dans ma famille. Et en fait, j'ai eu cette phrase où je me suis remis en position d'enfant et où j'ai dit clairement à un de mes parents, mais en fait, moi, je suis ton enfant, j'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu répondes à mes besoins, pas que tu penses à tes besoins. Ce petit repositionnement, ça a permis de résoudre la situation, par exemple. C'est une chose qu'on dit à la Leccelli, c'est qu'on a besoin de materner la mère qui va elle-même materner, mais pas materner directement le petit bébé, quoi. Ça marche aussi avec les pères. Oui, absolument. Mais ça marche, ça marche très bien. Vous parlez de la génération des baby-boomers qui deviennent grands-parents. Du coup, comment est-ce qu'ils peuvent trouver, parce que c'est une génération qui est avec une grande quête de liberté, comment est-ce qu'ils peuvent trouver un équilibre aussi entre leur propre liberté et la nouvelle responsabilité de grands-parents? Parce qu'il y a ça aussi. Oui. Peut-être qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver dans les couches et les machins et les trucs. Alors, c'est vrai que autant on trouve des grands-parents qui se plaignent que les parents ne veulent pas leur laisser les enfants, etc. Autant on en trouve effectivement qui trouvent que avoir les petits-enfants tous les mercredis et toutes les vacances scolaires, c'est pas obligatoirement ce qu'ils avaient prévu pour leur retraite. S'ils sont à la retraite, parce qu'en plus, il y en a qui ne sont pas à la retraite. Hein. S'ils sont devenus grands-parents à 50 ans, ils ont encore de longues années avant la retraite. Ouais. Oui, puis il y a aussi des retraités qui travaillent encore, c'est le cas de ma mère. Oui, tout à fait. Oui. Ou qui ont plein d'activités ou qui à droite et à gauche. C'est vrai que ça, j'ai découvert ça aussi. L'agenda est rempli d'activités, de sorties. On se demande comment, mais effectivement, on n'arrête pas. Et justement, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là aussi en tant que grands-parents, comment est-ce qu'on peut dire aux enfants, donc à nos enfants, écoutez, non, finalement, là, je peux pas. Mais comment on peut faire? C'est pas facile. Ouais. Ça m'est arrivé, moi, de pas pouvoir le dire. De dire, oui, d'accord, et puis de modifier quelque chose dans mon emploi du temps pour ça. Comment est-ce qu'on pourrait aborder ça, du coup? Parce que vous dites, moi, je n'ai pas osé le dire. Si vous deviez refaire la scène, en vous disant, je dois le dire. Si je ne l'ai pas dit, c'est parce qu'en fait, j'étais quand même contente aussi d'avoir... il y a cette ambivalence, peut-être. Le petit enfant, oui. Et que finalement, ce qui m'a obligée à changer un truc, c'était pas si important que ça. Après, si ça avait été vraiment un truc important que je pouvais vraiment pas supprimer, je pense que je l'aurais dit. C'est vos priorités qui se réorganisent. Oui. Parce que c'est vrai que moi qui discute avec des parents de ma génération, il y en a qui comprennent pas en fait. Que les parents refusent. Oui. Que les grands-parents disent non en fait là non. Oui, mais là, vous partez pas, rien. Oui, mais en fait, j'ai envie de souffler, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les parents, en plus, auraient besoin de ça pour eux-mêmes souffler, en fait. Oui, bien sûr. Pour ça, là encore, je pense que c'est une histoire de compromis, de savoir... c'est au cas par cas, en fait. Je pense qu'il ne faut pas être systématique ni dans un sens, ni dans l'autre. Bien sûr. Ouais. Aussi bien de la part des parents que des grands-parents, finalement. Ouais. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que moi, ce que je note vraiment dans tout ça, et dans notre échange, c'est que ce qui est au cœur du sujet, en fait, c'est la relation. Oui. C'est la relation, et je peux pas m'empêcher, alors à tort ou à raison, de me dire que on récolte aussi, en tant que parent qui devient grand-parent,
on va récolter aussi dans la relation à notre enfant qui devient lui-même parent, les fruits de la relation qu'on a Qu'on a semée eu tout quand petit. il était enfant, oui. C'est-à-dire que si on n'a pas laissé dire les choses, si on n'a pas laissé les choses s'exprimer librement, bah, il y aura plein de choses non dites qui vont se passer, parce que vous nous dites avec raison, hein, je pense qu'il faut aussi dire les choses, qu'il faut trouver des compromis. Mais si la on n'a jamais relation, fait ça, oui. exactement, on n'a été que verticale. Bien sûr, c'est une question de respect mutuel. C'est pas évident. Et c'est peut-être aussi là que se trouvent des fois certaines réponses d'enfants devenus adultes qui deviennent parents, envers leurs propres parents du coup, où se trouvent des réponses un peu radicales, parce qu'en fait, on se dit que le parent n'entendra de toute façon pas ce qu'on a à dire. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Mais bon, moi, j'ai pas le recul à la grand-parentalité. Votre livre, il explore le rôle des grands-parents dans différentes cultures. Moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans d'autres de vos travaux. Vous êtes très curieuse des autres cultures. Oui, mais ça, en fait, bon, j'en parle pas tant que ça finalement. Ouais. Mais c'est vrai que le rôle des grands-parents va dépendre beaucoup effectivement des traditions de la culture où on est, et puis des conditions socio-économiques. Je parle par exemple de l'exemple de la Chine, où effectivement la tradition, beaucoup, c'était que les petits-enfants soient un peu élevés par la grand-mère finalement. Et ça allait quand ils habitaient ensemble, en gros. Et maintenant, les parents vont travailler dans une ville à plusieurs centaines de kilomètres. Dans certains cas, comme il n'y a pas vraiment de solution de garde autre, ben c'est quand même là la grand-mère qui va s'occuper de l'enfant, mais à plusieurs centaines de kilomètres. Hein. Pas évident. Hein. Oui, c'est pas évident. C'est vrai qu'on retrouve un peu ce schéma de l'éclatement des noyaux familiaux en France aussi, hein, avec tout ça, ce qui est en plus quelque chose qui n'est pas vraiment prévu, j'ai l'impression, par l'espèce, notre espèce. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à cette phrase de « il faut tout un village pour élever un enfant », aux travaux de Sarah Blaffer-Hardy sur l'alloparentalité, où en fait on se retrouve à s'isoler dans des moments d'extrême vulnérabilité, où on aurait justement besoin d'avoir tous ces gens autour de nous. Je ne peux pas m'empêcher non plus de penser à cette théorie de la grand-mère. Bien sûr, l'hypothèse de la grand-mère, oui, ça c'est... Le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça fascinant. Peut-être vous pouvez nous raconter pour notre auditoire qui ne connaît pas. Oui, en fait, donc... l'espèce humaine est pratiquement la seule espèce de mammifères où les femelles ont une ménopause, c'est-à-dire qu'elles vivent plus ou moins longtemps après le moment où elles ne sont plus fertiles. Il y a quelques espèces de cétacés qui sont dans ce cas-là, mais c'est tout, hein, pratiquement. Et donc, les évolutionnistes et tout se sont posé la question, les anthropologues... pourquoi faire ça ? D'un point de vue, effectivement, d'évolution, ça paraît du gâchis d'avoir comme ça toutes ces années où, de toute façon, on ne peut plus avoir d'enfants. Et donc, l'hypothèse... Et il y a un certain nombre de travaux qui ont conforté le fait que, effectivement, l'hypothèse devait être bonne. C'est que, finalement, c'est quand même un avantage évolutif d'avoir, surtout les grands-mères quand même, plus que les grands-pères, mais bon, les grands-pères sans doute aussi ont leur rôle. Mais avoir une grand-mère, donc, qui peut s'occuper des petits-enfants, aider sa fille, souvent c'est la mère et la fille, hein, plus que la mère et la belle-mère et la fille. Ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, en fait, oui, quand on regarde dans certaines sociétés, dans certains pays, la survie de l'espèce, enfin, la survie est meilleure pour les petits qui ont eu une grand-mère, en fait. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Très intéressant. Alors, ça me titille un peu parce que je ne peux pas m'empêcher de voir un petit côté essentialiste biologique. Mais... Oui, c'est sûr. Mais c'est surtout, comme je dis, on parle surtout des grands-mères, moins des grands-pères. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça et qu'on s'est tellement éloigné de ces schémas-là, en fait. Encore une fois, en s'isolant, en se retrouvant seul dans des moments d'extrême vulnérabilité, où on rencontre, surtout pour le premier enfant, en plus, où on rencontre cette parentalité pour la première fois. Ouais, socialement, on a peut-être raté un truc quand même. Ouais. Mais comme je dis, hein, bon, effectivement, les alloparents, qui me titille et qui me passionne aussi. Je dis toujours, si vous n'avez pas ce groupe autour de vous au moment de la naissance, essayez de le créer. Alors après, c'est volontariste.
C'est pas toujours facile, hein, mais il se trouve que moi j'ai eu la chance de vivre mes premières maternités et ma première maternité. On était en colocation, maintenant on appelle, ce serait la colocation avec une autre famille qu'on avait rencontrée à la maternité lors de la naissance de notre aîné. Et donc eux, c'était leur deuxième qui est né donc à 2 heures de différence avec notre aîné. Et ils avaient envie aussi d'avoir une maison et de vivre avec d'autres. Et on a trouvé donc une maison en banlieue. On a vécu quand même 4-5 ans comme ça. Et c'est vrai que c'était génial. Et après, on a aussi fait des choses avec d'autres parents d'élèves. À un moment, on était 4 familles, en fait. Et on se répartissait les conduites à l'école, le repas de midi, les conduites aux activités extrascolaires, etc. Ça rejoint un peu le modèle qu'on peut trouver en Norvège, par exemple, où il y a des maisons de quartier. En fait, quand on devient parent dans un quartier, D'accord. on est tout de suite mis en relation avec des familles qui sont devenues parents un peu au même moment, Ouais, ça c'est en génial. proximité. Ouais. Ça rejoint aussi, je ne sais pas si vous connaissez Peter Gray, Oui. que j'ai vu dans le podcast. On parlait justement de laisser jouer les enfants seuls, et où lui, justement, il interrogeait aussi ce côté qu'on a perdu, même dans le voisinage, de plus faire confiance à son voisin. Oui. Alors, j'entends bien les chiffres qu'on connaît sur les agressions et les violences sexistes et sexuelles, mais qu'on a vraiment perdu même entre familles, quoi. De plus faire confiance, et du coup aussi que ça devient une charge. Et moi, je sais que suite à cet épisode avec Peter, du coup, avec les familles qui habitent dans ma rue, on s'est vraiment réunis, on a dit nous on veut recréer ces liens-là. C'est génial. Et pour les personnes qui hésiteraient à le faire, moi je Ouais. vous dis faites-le, parce que vous voyez, par exemple, on est devenus parents donc pour la seconde fois, et en fait le fait que notre aîné aille jouer chez le voisin, non seulement nous ça nous a vraiment soulagés, genre toute une après-midi, mais en plus même pour les parents qui reçoivent, du coup les enfants jouent ensemble, C'est et eux, ils font leur truc. beaucoup plus facile. C'est sûr. C'est d'une facilité déconcertante. Et je pense que ça peut se refaire socialement parlant. Allez, pour conclure, Claude, oui. on va essayer de faire un exercice qui est toujours très difficile, c'est quels sont les 3 conseils pratiques que vous donneriez aux parents et aux grands-parents pour améliorer leur relation et offrir le meilleur environnement possible à ceux qui sont quand même le sujet principal, les enfants. Pas facile, juste 3. Alors, si vous voulez aller à 4 ou 5, allez-y, il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, à la fin du livre, j'ai un petit chapitre sur les choses à ne pas faire. Oui, tout à fait. Et ce chapitre-là, je l'avais mis sur mon site. Et c'est toujours la page qui est la plus visitée. Ça m'étonnait parce que, moi, c'était plutôt un site qui parlait d'allaitement et tout ça. Vrai. Mais non, c'est cette page sur les choses à ne pas faire quand on est grand-parent. Et donc, oui, c'est plutôt des conseils de choses à ne pas faire, plutôt que des choses à faire. Donc, effectivement, ne pas être intrusif, ne pas donner de conseils s'ils ne sont pas sollicités, et ne pas juger la façon dont les parents élèvent leurs enfants. Même si ça vient nous chercher. Oui. Surtout si ça vient nous chercher. Parce que si ça ne vient pas nous chercher, on ne va pas vouloir juger. Oui, bien sûr, c'est vrai. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.